L'objectif de cette intervention, c'est donc de vous parler du product content et, comme j'en ai l'habitude ici, de vous faire une intervention extrêmement illustrée. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait la société Bison, je ne sais pas si ça dit Bison ou Bison, enfin bon, qui est une société spécialisée dans Amazon, qui en a parlé plutôt sous l'angle de la gestion, des critères de SEO, de la philosophie. Moi, ce que je voudrais, c'est vous montrer le champ des possibles et vous montrer les marges d'optimisation qu'il y a concernant les fiches produits. Et donc, je me présente, Daniel Beau, donc je dirige un institut d'études qui s'appelle Calicanti, que j'ai fondé il y a bientôt 35 ans. Cet institut, il a une certaine philosophie d'études, mais disons que la première philosophie, c'est de vous inspirer. Parce qu'il y a des gens qui font des études pour rassurer, pour mesurer, etc. Nous, c'est vraiment d'inspirer. Notamment avec une approche, ça a fait l'objet d'un bouquin qui s'appelle Big Cali, et de plus en plus l'usage de l'IA. Et dans le cadre de cet institut, on a mené un certain nombre de recherches, notamment sur le brand content. On a été les premiers à en parler en France, la brand culture, les lieux de marque. Et puis en 2019, on a fait une première étude sur le product content. D'ailleurs, il y a un blog sur l'adresse productcontent.fr qui existe, sur lequel vous pourrez trouver un certain nombre de sources. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'appuie sur une première étude en souscription qu'on a fait en 2019-2020. Ensuite, on a fait d'autres études d'approfondissement pour des marques, comme Royal Canin, par exemple, sur le même sujet. Donc on a aussi creusé le sujet du QR code, et puis la question de l'influence, parce qu'on s'aperçoit que les contenus qu'on trouve sur TikTok sont assez proches de cette logique du product content. Donc je vais vous faire un balayage sur la fiche produit, mais pas que. Et ce que je vous propose, pour commencer, c'est donc dans le cadre de ce panorama, d'aborder les tendances, puis les concepts clés, puis les différentes catégories, les questions des avis, les marques, les QR codes, font pas mal de sujets. Alors, premier sujet, c'est quoi le panorama du product content? Alors, je vais commencer par Ninja. Ce qui est intéressant dans la fiche produit de Ninja, c'est que dès la fiche produit, on a un PDF téléchargeable avec 50 pages de recettes. Ça veut dire qu'avant même d'avoir acheté le produit, vous pouvez vous projeter dans l'usage. Et puis, comme vous pouvez le constater, il y a ce qu'on appelle le visual master. Le visual master, c'est le visuel qui résume le mieux possible le produit. Donc, il est constitué d'une image, en l'occurrence d'un texte. Souvent, c'est une image de face. Et donc, je vous invite à vraiment bien regarder les visual masters. Par exemple, chez Temu, pour ces espèces de produits qui permettent de se protéger de la pluie quand on a des baskets, hein, ils ne sont pas étanches. Vous voyez, ce Visual Master, il est en vidéo. Vous cliquez dessus, donc c'est à la fois une photo, c'est-à-dire si vous ne l'animez pas, il y a une photo, mais vous pouvez l'animer. Et ce Visual Master, il montre le produit en situation, le produit principal, avec, là aussi très important, beaucoup de détails sur la livraison dès la page d'accueil. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir commandé ou d'avoir commencé à fouiller dans le produit pour vous donner l'info. Dès le démarrage, on donne tout ce qu'il faut pour assurer sur les coûts, la livraison gratuite, la durée, etc. Ça fait partie des attentes. Ensuite, un autre exemple assez remarquable, j'ai un ami qui habite en Suisse et qui vend des bento partout dans le monde. Et cet ami qui vend des umami bento, d'abord, ce qui est remarquable dans cet exemple, c'est la longueur du titre. Il fait 4 lignes. Parce qu'il faut qu'il puisse répondre aux exigences SEO, mais il faut aussi qu'on soit sûr de ne pas se tromper sur les caractéristiques du produit qu'on achète. Et puis, autre élément, comme vous pouvez le voir, là c'est sur Amazon US, d'ailleurs d'une manière générale, quand vous avez besoin de savoir faire du benchmark, allez plutôt sur Amazon.com que sur Amazon.fr, parce que sur Amazon.com, les mises en page sont beaucoup plus élaborées. Donc sur Amazon.com, vous avez pas moins de 10 vidéos d'utilisateurs qui sont là et qui permettent à l'utilisateur, une fois qu'il s'est renseigné sur les caractéristiques, le prix, etc., de se conforter dans son choix avec des personnes qui ont pu témoigner et qui se mettent en situation. Et ces vidéos, ils les suscitent avec une personne qui est, je crois, localisée en Philippines,
et qui gère des UGC dans le monde entier. Donc il reçoit, je crois, 60 UGC par mois, alors que c'est une petite PME, uniquement en remboursant l'achat du produit après avoir reçu la vidéo. Donc vous voyez, l'UGC, ça peut être très efficace, et après il fait des montages. Alors cet exemple, il est intéressant parce que il va très loin dans les aspects RSE. Vous voyez que dès l'achat, il vous propose une décomposition du prix, il vous donne les infos Planet Score, le Nutri-Score, les ingrédients. C'est extrêmement complet. Et là, on est sur Walmart. Walmart, pour un produit pet food, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous avez 15 vignettes explicatives, mais même le verso du pack du produit est extrêmement détaillé. C'est presque une fiche produit à lui tout seul. Donc, ça a un impact sur le packaging. Si on va sur Royal Canin, ils ont développé un savoir-faire avec des vignettes explicatives qui suivent une certaine esthétique qui est intéressant. Donc voilà, dans le domaine du pet food, c'est des produits assez complexes, donc on a des vignettes explicatives beaucoup plus importantes évidemment que quand on achète une brique de lait. Alors quand on regarde les fiches Amazon France, on voit qu'elles sont quand même plus détaillées que les mêmes fiches sur les sites des grands distributeurs. Alors parmi les meilleurs en product content, vous avez Decathlon. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la fois fabricants et distributeurs. Donc ils ont accès à tous les détails. Et en fait, quand vous faites un contenu product content, eh bien, vous faites un contenu qui a presque une valeur juridique. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Donc quand vous êtes fabricant, vous êtes particulièrement bien placé pour pouvoir montrer à quoi ressemble le produit. Alors je passe beaucoup plus vite les vidéos qu'on a vues tout à l'heure sur Taobao, sur ce produit du groupe Seb, Support, voilà, qui excelle par la capacité à détailler, à illustrer. Vous voyez, par exemple, la vidéo d'introduction, en 1 minute, ils arrivent à vous faire passer toutes ces infos-là. Et quand je vous parlais de rapport qualité-temps tout à l'heure, je vous en parle aussi à propos du fiche produit. Parce que le problématique, c'est comment, dans un minimum de temps, je vais pouvoir me faire une idée la plus complète possible sur un produit. Et là, ils réussissent à faire des résumés vidéo. Et dans ce résumé vidéo, il y a à la fois des photos et des vidéos. Alors voilà, je vous disais tout à l'heure, la culture asiatique a vraiment une culture visuelle, cette capacité à être exhaustif. Et ce qui est amusant, c'est que récemment, Amazon s'est mis à imiter Temu en lançant cette nouvelle offre. Et donc, pour terminer ce panorama, je voudrais montrer l'importance de la vidéo, et notamment, vous voyez, sur le sujet des chaussures. C'est beaucoup plus impactant de voir des chaussures en mouvement que de voir simplement des chaussures fixes. Et puis, parmi les évolution des fiches produits, on a de plus en plus des formats verticaux, notamment avec la société Join. Join propose des stories, propose un certain nombre d'éléments qui viennent s'intégrer. Donc, c'est bien l'idée qu'il y a possibilité d'être dans le vertical, y compris dans les fiches produits, hein, pour être adapté au smartphone, évidemment. Il y a aussi le fait d'avoir de l'audio. On a une société qui est présente régulièrement à Vivatech, qui s'appelle Eku, et qui vous propose d'avoir des audios, des explications audio sur les bénéfices produits ou sur les avis. Par exemple, chez Picard ou chez Caron, on a le nez de Caron, pardon, qui vient expliquer le parfum, et le chef de gamme de Picard qui vient expliquer son produit. Voilà. Alors, on a fait le premier chapitre, c'était pour que vous voyez de quoi on parle quand on parle de product content. Vous voyez que c'est quand même assez vaste, que ça concerne plein de dimensions. Maintenant, on va donner quelques concepts qui sont issus de l'étude réalisée en 2019. Hein. Ce qu'on a appris en 2019 dans cette étude, c'est la fonction du product content, c'est d'accompagner l'acheteur dans sa délibération. Donc ça veut dire que, en fait, quand on veut acheter, on hésite, on compare, on a besoin de peser les options, scruter l'objet, le
regarder les avis, etc. Et il y a deux aspects importants. Il y a à la fois qu'on ait les infos suffisamment précises. Par exemple, le poids du fer à passer, c'est une info qu'on a besoin de connaître avant de l'acheter. Et puis, la deuxième chose, c'est de pouvoir sentir le produit et pouvoir presque l'appréhender, comme je vous montrais tout à l'heure avec l'Apple Watch, comme si on l'avait au bout du poignet. C'est vrai que les infos produits, c'est important. Le nombre de fois, moi j'ai acheté plusieurs fois des agendas par Amazon. Une fois, je me suis retrouvé avec un agenda qui démarrait en juillet. Je ne pouvais pas penser que c'était possible. Une autre fois, qui démarrait il y en a qui démarrent en janvier. Enfin bon, on a beaucoup de sources d'erreurs et donc il faut tout faire pour éviter ces erreurs. Donc voilà Apple Watch qui est vraiment un must en matière de visualisation de produits. Je ne vous repasse pas les vidéos. Comme je vous disais, parce que ces photos et vidéos permettent de faire vivre le produit, de l'animer, de faire le tour complet. En fait, ce besoin d'explication, il est d'autant plus important que les produits aujourd'hui sont beaucoup plus techniques qu'ils ne l'étaient. Il y a 40 ou 50 ans, quand on achetait un tuba, on n'avait pas besoin d'avoir une explication détaillée. Alors qu'aujourd'hui, si on achète un masque de type Subea, ben on a besoin de voir comment circule l'air, on a besoin de comprendre plein de choses. Donc les produits sont plus techniques et on a besoin de pouvoir les acheter à distance. Donc ce qui évolue, c'est évidemment le fait que Google est un moteur de recherche et un moteur de produits. Et puis pour continuer sur les concepts, en fait historiquement, qu'est-ce qu'il y avait avant le product content? Il y avait toute une série de choses. Il y avait les médias classiques, avec les articles, et les infos et les publics rédactionnels notamment. Il y avait les plaquettes. Il y avait le bouche à oreille, il y avait le lieu de vente, avec à la fois la concurrence, les displays et le vendeur. Bien, tout ça, il faut arriver à le remplacer, le résumer par le product content, qui donc a à la fois la page produit, l'univers, les conseils, les avis. Vous voyez, c'est ce paradigme qui est en place. Et nous, on avait eu l'occasion de travailler pour Téléshopping. Et quand on avait bossé pour Téléshopping, on s'était rendu compte qu'il y avait différents types d'informations qui pouvaient intéresser les consommateurs. Des informations de type retour d'expérience, de type contexte législatif, de type culture générale, coulisses de fabrication, découverte des usages et guide pour choisir. Vous voyez, ça donne des grandes typologies de contenu qu'on a dans le product content. Et maintenant, quand on voit ça sous l'angle de la durée, on voit que très en amont, la problématique, c'est de donner envie d'acheter en prouvant l'utilité du produit. Et en aval, la problématique, c'est de faciliter la projection dans l'usage du produit. Vous voyez, donc on a à toutes les étapes, du fait de donner envie jusqu'à faciliter la projection, on a des informations à apporter. Et on a parlé de storytelling. Le mot storytelling est particulièrement adapté pour le product content, puisque, vous voyez, un produit comme Alexa, alors c'est vrai qu'il date un peu, ben pour pouvoir l'expliquer, on avait un homme qui interagissait dans différentes situations. On disait « allume les lumières, joue ma playlist ». Oui, il racontait sa vie, et donc on avait une trame narrative pour présenter le produit. C'était pas juste quelque chose de figé, on racontait l'usage du produit à travers une trame narrative d'un homme qui prépare un dîner avec Alexa. Les coulisses de fabrication, c'est un des axes que peut utiliser par exemple Decathlon, puisque comme ils sont eux-mêmes fabricants de leurs produits, ils montent les prototypes, ils montent tout le processus. Alors, troisième thème, les différentes catégories de produits. Effectivement, il faut vraiment distinguer les achats récurrents, où l'enjeu c'est de gagner du temps. Hier, il y avait quelqu'un qui me disait qu'elle était affolée parce que les infos de son drive, pour des raisons RGPD, avaient été effacées. Donc, et en plus, elle avait des listes de courses pour chacune des saisons. Vous imaginez le temps pour refaire les listes de courses de drive, soi-disant pour des raisons RGPD. Donc, effectivement, les achats récurrents, on va pouvoir racheter en un clic ce qu'on a déjà acheté. C'est très différent des achats exceptionnels où là, on a besoin de pouvoir vraiment en savoir tous les détails pour pouvoir comparer, juger, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des logiques différentes. Donc, si on va sur des achats récurrents, moi, j'avais interviewé Coca-Cola à l'époque de l'étude. Ils nous avaient dit qu'ils avaient énormément bossé pour simplifier les packaging, pour qu'il n'y ait surtout pas d'erreur. C'est-à-dire que si vous achetez une canette de 4 en 25 centilitres, c'est pas comme si vous achetez une canette de 6 en 33 centilitres. Et donc, il fallait que ce soit ultra lisible. Donc, ils ont enlevé tous les effets de gouttelettes d'eau qu'il y avait avant sur les packaging
pour qu'on ait des packaging limpides. Et puis, ils ont ajouté des vignettes explicatives qui permettent de savoir exactement quel est le poids, quelle est la quantité, etc., quelle est la référence. Et donc, sur Walmart, toujours, vous voyez que pour une simple bouteille de Perrier, on a à la fois des éléments informatifs, mais on a aussi des éléments sur les bénéfices. Là, c'est sur le Nescafé, là, c'est sur toutes les vignettes nationales à propos de boissons. Alors, si on rentre maintenant dans les aspects techniques, les produits techniques, deuxième famille de produits, on voit qu'il y a besoin de pédagogie, de visuel pédagogique, avec un aspect qui est à la fois les choix alternatifs, les choix complémentaires, ou ce qu'on appelle les choix syntagmatiques. Si vous achetez des pâtes, on va vous proposer un bouillon cube pour mettre avec vos pâtes. Vous voyez, ça, c'est Et pour la déco, les mises en scène inspirantes. Alors, les clés de succès d'une page produit. On peut hiérarchiser un peu les infos essentielles à mettre. Donc évidemment le nom, le prix, les photos, les vidéos, ensuite les caractéristiques, ensuite les avis clients, ensuite les FAQ et les informations concernant la livraison et le paiement. Et nous, on avait mis en évidence 3 grands critères de réussite: la qualité de l'information, le service utile et efficace, et la présentation qui doit être à la fois visuelle et esthétique. Alors pour expliciter ces 3 critères, on a mis en place un système de batterie de questions en demandant, sur plein d'exemples, la fiche produit est-elle facile d'utilisation et permet-elle d'appréhender facilement l'offre? Donc ça, c'est le critère de praticité, donc c'est-à-dire lisibilité, organisation, fluidité. Donc voici des exemples qui permettent en un temps très rapide de comprendre, de saisir de quoi est composée la barre repas, par exemple. Où là, on a des exemples où en très peu de mots et en très peu de gestes, on voit le produit mis en situation, avec parfois même, vous voyez, sur la même image, vous avez 9 utilisatrices dans différents contextes. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de donner une info claire et dense. Deuxième critère, c'est la richesse, le niveau de détail. Donc c'est à la fois la quantité d'informations et la pertinence. Donc on avait vu, Aromazone, c'est très textuel, hein, les contenus d'Aromazone, il y a un peu de photos, mais il y a beaucoup de texte. Bon, bah là, vous avez vraiment énormément de détails sur tous les labels, sur toutes les compositions, les usages, etc. Donc ça, c'est la richesse. Troisième critère, l'esthétique et le fait que la fiche produit, elle soit en phase avec l'univers de la marque. L'esthétique et la cohérence. Et là, je voudrais prendre des exemples de marques qui ont gagné des trophées dans le prix du digital. Vous avez notamment RS. Vous voyez qu'ils arrivent à respecter une esthétique tout en montrant bien le produit en situation. Vous voyez, les couleurs, etc. Et donc, nous, on a mis en système de questionnaires pour pouvoir juger différents produits. Donc là, je vais vous donner Decathlon, vous voyez, qui sont bons en lisibilité, très bons en richesse, mais pas terribles en esthétique. Isotoner, ils sont bons en lisibilité, mais pas assez riches et pas assez esthétiques. Alors pourquoi ils ne sont pas assez riches? Parce que quand vous achetez un parapluie, vous ne pouvez pas vous contenter juste d'avoir une photo du parapluie fermé. Vous avez envie d'avoir des détails sur toutes les parties critiques, le bouton, les baleines. Vous avez envie de savoir si on peut être 1 ou 2 dessous, de voir les aspects, comme je disais, qu'on puisse presque toucher le parapluie, voir la souplesse. Donc vous voyez, tout ça, et donc c'est pour ça qu'on peut considérer que la fiche produit de Isotoner était insuffisamment riche. Alors, ce qui compte quand on veut donner des infos, c'est d'aller sur les aspects critiques du produit, c'est de montrer l'amortisseur, le dérailleur. Alors, quand vous allez sur un site comme Kickstarter, qui vend non pas des produits, mais des projets de produits, là, vous rentrez carrément dans l'ingénierie du produit. On vous explique l'histoire du bagage, comment il va être composé. C'est l'explication ultime. Et ce qui est important, c'est donc d'éviter les photos redondantes. Parce que quand ils voient 2 photos qui se ressemblent côte à côte, ils ont l'impression que c'est du remplissage. Alors qu'on attend des visuels différenciés. Autre critère de succès, le fait d'avoir un nombre d'arguments, 4 à 6 arguments, bien mis en valeur, sous forme de bénéfices. Surtout pas mettre c'est génial, c'est fabuleux, mettre des choses objectives. Un argumentaire qui démarre dès le titre du produit, là vous voyez 35 mots, qui met en valeur simultanément le produit et ses effets, et qui montre plein de petits détails importants, en zoomant en avant, zoom arrière,
et qui soit le plus suggestif possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut montrer non seulement le produit, mais on peut aussi montrer la gamme complète. Là, vous avez la gamme complète des appareils d'automassage et de musculation de chez Decathlon. Et puis, on peut aussi utiliser du matériel publicitaire. Certains produits ont, parmi les éléments, la vidéo, et c'est évidemment le cas du parfum, et des éléments d'information comme le unboxing. Donc, si on résume les critères de succès, il faut aller vers des présentations efficaces et complètes, visuelles, avec un FAQ en images, une direction artistique moderne et claire, des avis riches et détaillés, des filtres, des consommateurs, des détails, des zooms, des compléments. 5e point, les avis utiles pour les consos et les marketeurs. Alors, pourquoi pour les consos? Vous voyez que, si on revient sur support sur Tmall, à l'époque, il y avait 264 000 avis. Donc ça fait quand même de la matière. D'ailleurs, depuis peu, on a des solutions IA qui résument les avis. Moi, c'est quelque chose que je voulais faire avant, un peu à la main. Mais le consommateur ne peut pas visionner, et en général, il visionne les 5 premiers et il arrête. Donc c'est un peu dommage. Avec l'IA, on peut dire, bon ben, analyse-moi, c'est quoi tous les critiques qu'on a fait sur ce produit? Il va aller chercher un peu partout les défauts. Est-ce qu'il y a des remarques? Vous voyez, donc là, on a un cas d'usage formidable de l'IA parce qu'on sait pour quelle référence on a quels avis. Et donc, on a une matière vraiment homogène. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Tmall, c'est que vous avez des avis qui sont associés avec des photos, jusqu'à 5 photos. Donc, vous avez également une capacité à sentir la situation. Donc, Shein, ils récompensent leurs avis, puisque si vous mettez non seulement un avis, mais en plus une photo de vous portant le produit, vous allez gagner des points qui vont permettre d'avoir des réductions sur les achats suivants. Donc il y a vraiment une stimulation et un intérêt à aller vers des avis. On a même des gens comme qui mettent les avis, Karcher qui met les avis sous forme de vignettes Instagram. Et puis, vous avez ces témoignages UGC, dont je vous parlais tout à l'heure, de mon ami qui habite en Suisse, et qui, lui, génère plein d'UGC, UGC User Generated Content, qui, parfois, il remonte. Et le truc efficace, c'est de faire un medley d'UGC. Vous faites un montage de plein d'UGC, et surtout, cette astuce de l'UGC, c'est que ça permet d'avoir une personnalisation de la fiche produit par pays. Parce qu'évidemment, pour le site du produit en Thaïlande, il va prendre que des avis de Thaïlandais avec des recettes thaïlandaises. Vous voyez, donc il va pouvoir vendre partout dans le monde des produits avec des contenus personnalisés. Et je vous disais que les avis, c'était aussi utile pour les marketeurs, pas que pour les consommateurs. Vous avez un outil IA qui s'appelle VocAI, qui analyse les avis de e-commerce en 7 rubriques: profil client, scénario d'utilisation, attente, motivation d'achat. C'est pour moi, dans le social listening, il y a plein de trucs qui sont plus ou moins utiles dans le social listening, mais c'est un des usages du social listening qui est le plus pertinent. C'est l'analyse des avis, c'est de pouvoir automatiser, et là, en l'occurrence, regarder les pistes d'optimisation. Il y a une rubrique qui s'appelle Customer Expectations. Donc, on a un état des lieux des attentes consommateurs par produit. D'ailleurs, vous avez une agence qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, qui concurrence Bison, que j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle OMI, et qui, elle, est une agence qui va, par l'analyse IA, proposer toute une série d'optimisations des fiches produits. Et puis, à Vivatech l'année dernière, sur le stand de LVMH, on avait la plateforme Astra. La plateforme Astra, c'est une plateforme qui se nourrit avec des avis qui reviennent de plusieurs canaux, les reviews Google, les pages produits, les témoignages Instagram, les interactions avec le service client enregistrées au téléphone, les enquêtes de satisfaction, les sessions de live. Tout ça, ça vient nourrir un outil qui permet de demander en mode conversationnel des questions, poser des questions du genre est-ce qu'il y a des différences pour le produit Rouge Dior entre les US, États-Unis, US, France et Japon? Et il répond directement en se nourrissant de l'ensemble de ces contenus. Donc vous voyez, les reviews, c'est vraiment très précieux pour tous. Et ça leur permet même, alors je ne sais pas si c'est vraiment opérationnel, mais de remonter, si jamais il y a eu des plaintes très précises au Japon sur tel truc, ils peuvent remonter à l'IP
de la personne pour pouvoir résoudre le problème. Vous voyez? Donc ça peut aller du macro, faire le tour du monde de tous les sujets, au micro, aller résoudre telle question ou telle attente. Et puis il y a un autre truc, je ne vais pas vous développer, j'en avais parlé l'année dernière, c'est ce qu'on appelle la search intelligence. C'est le fait d'analyser les requêtes dans Google. C'est un truc absolument exceptionnel, à condition de savoir traiter la matière, mais on peut prévoir les ventes, on peut, comme dans ce cas-là, identifier les leap oils. Donc les leap oils qui ont fait un tabac à Noël 2022, en fait, on voyait dès avril-mai que ça commençait à progresser, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail, ce serait trop long, mais les données search, c'est vraiment des données exceptionnelles. Alors, je regarde juste quelle heure il est pour rester dans le timing. Donc on est au chapitre 6, la valorisation des marques. Donc la valorisation des marques, en fait, quand on regarde les fiches produits, on voit qu'il y a des contenus qui sont très différents. Vous voyez, à gauche, c'est tout blanc, et à droite, c'est très coloré. Mais je vous en montre un autre. Là, vous avez decathlon.fr à gauche et Soubéa à droite. Vous voyez que c'est vraiment deux logiques très différentes. En fait, ces deux logiques, dans un cas, c'est la fiche produit e-commerce. L'objectif, c'est vraiment l'objectivité, pouvoir choisir. Presque, c'est le produit, il est avec des projecteurs. Même si vous achetez un collier Chanel, vous allez voir que le collier Chanel, il n'est pas avec des espèces de vapeurs ou des trucs pour le cacher. Il est sur fond blanc, la lumière plein pot pour que vous puissiez zoomer sur la taille des perles, sur l'effet des perles. Vous voyez, donc quand on achète un produit, on n'est pas là pour être embrumé ou pour avoir quelque chose de joli. On est là pour le dépecer et le comprendre au micron près. Alors que quand on est dans l'espace de la marque, c'est là qu'on peut se permettre d'avoir un discours beaucoup plus coloré, beaucoup plus culturel, etc. Et souvent, dans les fiches produits, ce qui se passe, c'est que la première partie de la fiche, c'est fond blanc, c'est très objectif, et le bas de la page, c'est des pages où là, on rentre beaucoup plus sur la culture de la marque. Donc c'est vraiment deux méthodos, deux visions complémentaires. Donc il ne faut pas se tromper, il ne faut pas essayer de faire trop joli pour l'info qui est censée aider la personne à décider. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut mettre de la poésie. Si vous allez acheter des épices Rollinger, bon, c'est vrai que ça coûte cher, mais il vous donne, Rollinger, il dit « Quand j'étais adolescent, j'ai eu la chance de parcourir à mobilette les Balkans, la Hongrie et la Bulgarie. La culture de ces pays n'est plus simplement celle de l'océan, mais celle de l'Orient. Il me reste le souvenir, le goût des fameux laitages, etc. » Vous voyez? Mais j'ai vu ça aussi pour de l'immobilier de luxe. Vous aviez le vendeur qui mettait des choses très, très littéraires et assez élégantes pour parler du produit. Donc l'idée, c'est pas de ne pas mettre d'émotion, mais c'est d'être adapté à l'usage. Parmi les exemples intéressants à comprendre, il y a l'écosystème Thermomix. Parce que un contenu, c'est pas juste un contenu isolé. En fait, quand vous achetez un Thermomix, ou un autre, ou l'équivalent, un compagnon, vous avez besoin d'avoir à la fois des conseils, des usages, des pistes d'usage. Donc et dans le cas de Thermomix, ce qui est intéressant, c'est que maintenant ils ont arrêté les magazines, mais il y a eu un certain temps des magazines, ils ont un livre, ils ont un espace recettes partagé, un espace payant, et puis ils ont ces fameuses recettes embarquées, et puis ils ont quelque chose que je vous invite à tester si vous avez l'occasion, ils ont carrément un atelier d'essai où vous pouvez à la fois voir la machine marcher, mais même déguster. C'est gratuit, ça dure 1 heure, et on vous fait goûter les résultats de la cuisine. Donc il commence par l'entrée, et le type qui fait l'animation, c'est un comédien. Et donc vous-même, vous mettez votre tablier, vous jouez un rôle de commis, donc voilà, c'est hyper bien orchestré, et pendant que ça cuit, il vous explique plein de trucs, donc vous voyez, chaque moment est bien utilisé. En fait, pour des appareils qui valent autour de 1 000 €, on ne peut pas juste les mettre dans une vitrine en disant ben voilà, je suis là. Et vous avez besoin de pouvoir. Et si vous avez goûté la crème anglaise du Thermomix, vous repartez pas simplement avec une information conceptuelle sur la machine, vous repartez avec le truc en disant ah, j'avais jamais mangé une aussi bonne crème anglaise. Vous voyez? Donc c'est à ça que ça sert les ateliers de dégustation pour des objets aussi techniques. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, ces fiches produits. Il y a plein de configurations différentes sur la façon d'articuler la marque, le produit, le distributeur. Et
je vais passer un peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne voyait jamais avant, c'est la présentation des gammes. C'est-à-dire que, historiquement, la publicité, elle présente soit un produit, soit une marque. Mais là, dans l'univers des Amazon et compagnie, vous avez la vision des gammes. Donc, vous avez la gamme Bic, la gamme Lego, la gamme Tefal. Et souvent, c'est extrêmement bien fait chez Amazon. Et puis, vous avez donc ces fameuses pages store, etc., qui récapitulent non seulement le produit, mais l'ensemble des produits équivalents ou proches au sein de la gamme. Autre facette de l'infoproduit, le QR code, puisque il investit tous les espaces. Le QR code, il permet d'accompagner le parcours des achats. Il aide à choisir, jusqu'à il aide à revendre et à entretenir. Vous avez par exemple des produits, vous avez besoin de savoir comment le recycler ou comment le réparer. Donc vous voyez, il y a besoin de contenu tout au long. Et donc l'idéal, c'est de pouvoir aider l'acheteur dans toutes ces étapes. Donc voilà un petit balayage de QR code. On en a évidemment beaucoup dans les PLV, on en a sur les packaging, et d'ailleurs ça va énormément s'enrichir, puisque le fameux code barre va être remplacé par un QR code augmenté par la société GS1, et donc ça va être l'opportunité pour les marques de proposer énormément d'informations sur le packaging, accessibles via le packaging. Donc le QR code, ça permet d'aller du product au brand content. Ça permet évidemment de parler de la RSE. Je vais prendre l'exemple de Michel et Augustin. Vous voyez, on a déniché un cacao engagé. Donc vous cliquez, vous flashez là-dessus et vous avez le cacao de notre mousse est engagé. Vous avez toutes les explications. Alors la communication produit a ses exigences et je voudrais les illustrer par quelques exemples, en commençant par une émission sur la RAI qui s'appelle Leçon d'étiquette. Leçon d'étiquette, c'est un petit programme court qui doit durer moins d'1 minute et qui montre, pour des produits de grande consommation, les ingrédients, la provenance, les recettes, etc. Et donc c'est bien l'idée que le consommateur est curieux d'en savoir plus sur tout ce qu'il y a derrière ces produits. Je vais vous montrer quelques campagnes de communication qui peuvent apparaître sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une qui m'a transmis mon fils. Ce qui est intéressant de repérer dans cette campagne, c'est qu'on est dans quelque chose d'hyper réaliste. En plus, là, c'est une capture vidéo, mais ça donnait presque l'impression qu'on se rasait avec son téléphone. Enfin, ça reproduisait les mouvements. Vous voyez, c'est pédagogique et c'est réaliste. Je vous en montre une deuxième. Cette fois-ci, c'est HelloFresh. Donc, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que c'est une boucle d'image. C'est-à-dire que ce n'est pas une pub avec un début, un milieu et une fin, c'est une boucle d'image. Et donc, à n'importe quel moment vous arrivez, vous pouvez comprendre de quoi ça parle. Vous n'avez pas la même impression que la pub, vous la fadez pour la xème fois, puisque vous n'êtes pas en train de reproduire le truc, vous arrivez dedans. Donc, c'est des communications qui sont très adaptées aux réseaux sociaux et au scroll, ce genre de boucle d'image. Et en plus, sur ce contenu, vous avez à la fois le produit et l'effet du produit, puisque vous avez la boîte et tout ce qu'on peut faire avec. Alors, ce qui est important dans l'infoproduit, c'est d'avoir des informations qui soient factuelles, scientifiques et concises. Hein, donc, évitons le ultra, c'est ultra propre, ou c'est le plus silencieux du monde. Le plus silencieux du monde, oui, mais ça veut dire quoi, le plus silencieux du monde, vous voyez ? Alors, Dyson, c'est pas le plus silencieux du monde. C'est même, il a un bruit, moi, qui me terrifie. Et en plus, il est un très gros consommateur de watts. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. En tout cas, ce qu'on constate quand on parle des produits techniques, c'est qu'il y a souvent une différenciation entre l'aspect technologique et l'aspect usage. Vous voyez, dans la technologie, la tradition, c'est d'être plutôt sur fond noir, et l'usage, on est plutôt sur fond blanc. Et on en vient aux caractéristiques produits. Effectivement, parmi les éléments d'évaluation dont on a besoin pour juger un produit, on a besoin d'éléments objectifs. Hein, le niveau sonore, c'est les décibels, c'est aussi le poids, c'est la puissance en consommation en watts, ça peut être le flux d'air. Alors si je prends les décibels, vous voyez que le Roventin, il fait, et ça c'est Boulanger qui le dit, hein, le Roventin, il fait combien de décibels ? Il fait 32 décibels.
Et le Dyson, il fait 63 décibels. Sauf que 63, c'est pas 2 fois plus que 32, puisque c'est une courbe comme ça. Je sais combien de fois plus, c'est au moins 3 fois plus, c'est un fois plus. Bon, donc ça n'a rien à voir. Donc le problème, c'est que bon, les gens sont peut-être pas habitués à savoir combien ça fait de décibels, mais un des enjeux, un des problèmes majeurs de Dyson, c'est le décibel. Après, quand vous voulez savoir combien il consomme en électricité, là, il faut quasiment téléphoner au service client, parce que l'info ne figure pas du tout. Parce qu'effectivement, c'est des produits qui sont ultra consommateurs d'électricité. Moi, j'en ai offert un à mon père, et comme il est ingénieur, il a voulu comprendre, et il a pas trouvé, il a cherché partout dans la notice, il n'a pas trouvé l'info. Donc, voilà, ça fait partie des éléments objectifs qui permettent de juger et de comparer les produits. On peut en citer d'autres. L'indice de réparabilité, bon, ça, c'est des critères qui ont été construits par des fabricants. Il y a évidemment les Nutri-Score, les Eco-Score. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais je vais vous dire un truc qui m'a énormément choqué. C'est que le Nutri-Score, certes, il ne fait pas plaisir aux marques, mais vous avez des marques très connues qui ont remplacé le Nutri-Score par l'Eco-Score. Parce que l'Eco-Score était beaucoup plus favorable, évidemment, mais le Nutri-Score était très bas. Donc, attention, je pense que les consommateurs, ils attendent d'abord le Nutri-Score et éventuellement après le Eco-Score. Et donc, faut pas jouer avec ça. C'est pour ça que Omni, eux, ils sont sérieux. Ils ont le Planet Score et le Nutri-Score. Et puis, comme vous pouvez le constater, ça se ressemble un peu. Donc, le consommateur, s'il regarde un peu trop vite, il peut se laisser piéger et ne pas se rendre compte qu'il est en train de manger un produit très riche, très sucré. Et moi, j'ai travaillé sur les vins d'Alsace il y a 25 ans. Et à l'époque, ce qui était frappant, c'est que les gens, ils étaient un peu perdus entre un vin, un Sylvaner. Enfin, d'abord, il y a plein de sortes de vins blancs, mais il y en a qui sont sucrés, il y en a d'autres qui sont vendanges tardives, il y en a qui sont pourriture noble, etc. Et donc, vous pouvez prendre un vin sec, mais en vendange tardive, du coup, il devient sucré. Bon, enfin, on est perdu. Et donc, là, depuis seulement 3 ou 4 ans, ils ont décidé de créer un indice de sucrosité pour que, une fois pour toutes, on soit capable de juger et de comparer les vins d'Alsace. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a pas mal de catégories de produits où il manque encore des indicateurs pour pouvoir les aider à comparer, pour que le consommateur puisse se repérer. Alors, je vous disais, le social, c'est important, et il y a un rapport avec le product content. Si vous allez voir le site Secret de Peau, l'influenceur Secret de Peau, c'est un gars qui est un as de la pédagogie de produits cutanés. Il y en a qui connaissent Secret de Peau parmi vous ? Non ? En plus, il revend des produits en e-commerce, hein, c'est ça son modèle économique, mais en tout cas, il est meilleur que Femme Actuelle pour expliquer les lotions, les imperfections, etc. Parce que, effectivement, l'influence ressemble, par certains aspects, au pub rédactionnel. Alors, pub rédactionnel, c'est un mot qui peut-être vous parle pas beaucoup, mais moi, j'ai eu l'occasion de l'explorer en profondeur en 2006. Et en fait, le pub rédactionnel, c'est très différent de la publicité. Je vais vous en montrer tout de suite quelques-uns. Comme vous pouvez le voir, on est sur la relation pragmatique au produit. C'est-à-dire que dans ce pub rédactionnel consacré à la marque Isio, vous avez non seulement un échantillon de 20 millilitres, vous avez des explications sur comment il est fait, constitué, les ingrédients, les recettes, etc. À comparer à la publicité qui, elle, est beaucoup plus un objet sacré. C'est un lieu contemplatif d'observation, c'est un spectacle, ça met le lecteur plutôt en situation de contemplation passive, là où le pub rédactionnel, il est en train de vous expliquer le pourquoi du comment. Par exemple, dans l'univers des voitures, les pubs rédactionnels, souvent, ils vont montrer l'intérieur de la voiture. Ils vont insister sur des trucs qui intéressent beaucoup plus les femmes. C'est le siège enfant, le truc pour mettre le gobelet, enfin plein d'éléments pratiques qu'on n'a pas dans les belles voitures, dans les belles pubs vidéo qu'on voit à la télévision ou au cinéma. Donc le pub rédactionnel, c'est de la relation pragmatique au produit. Et quand on regarde les fameux contenus TikTok ou Insta, les Reels, on a des témoignages face caméra, des démos produits, des explications de concept, on a des argumentaires, des boucles d'images, on a beaucoup de face caméra explicatifs, et on a, avec souvent des hooks, notamment pour le Air Up, vous voyez, je vais vous lire des exemples. Est-ce que vous aussi, vous avez eu du mal à boire 1 litre d'eau par jour ? Bon ben, Air Up, c'est la fameuse gourde qui donne du goût à votre eau. Ou
Vous partez en vacances et vous ne savez pas... pardon. Pas mal. Que toutes vos plantes fanent à cause du manque d'eau. Vous voyez, ça c'est le hook qui apparaît dès les 5 premières secondes. Et du coup, le produit apparaît comme une réponse. Donc on est bien très différent de la publicité. Et d'ailleurs, pour avoir pas mal interrogé des jeunes dans le cadre de cette étude sur le social, la publicité telle qu'elle apparaît aujourd'hui à la télévision leur semble d'un autre temps, un peu comme du théâtre. Ils sont habitués à des produits beaucoup plus, des messages beaucoup plus concrets, beaucoup plus précis. On va droit au but, et pas des trucs où on fait des circonvolutions. Donc, quand le fameux produit qui est délicieux d'ailleurs d'Andros a été valorisé par Combini, le fameux pâte de cacahuètes, le peanuts butter, ils ont pu détailler à la fois les aspects diététiques des produits, les aspects gustatifs, mais également le fait que les fameuses cacahuètes, elles sont produites en France. Vous ne savez pas que les cacahuètes, ça pousse en France, hein, c'est dans la région d'Andros. Donc, toutes ces explications-là ont été montrées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport au spot de pub qui est unique, souvent il y a un seul message qu'on revoit plein de fois, les vidéos explicatives sont souvent multiples. Et donc, vous avez moins l'impression qu'on vous rabâche le même message, et donc le stimulus, il est moins usé. Donc, tout ça pour vous dire que les contenus d'influence sont très orientés product content. Ça peut donner lieu à des choses où on utilise des... ça utilise très bien le rapport qualité-temps. Je vous parlais du rapport qualité-temps. La base de TikTok, c'est quand même le procédé de l'accélération. Donc, quand vous montrez des vidéos sur YouTube où il faut 4 minutes pour déshabiller la machine et expliquer comment ça marche, les jeunes, ils disent « Non, mais ça, c'est pour mamie, c'est pas pour moi. » Vous voyez, donc il y a un enjeu quand même de pouvoir parler vite. Et je voudrais terminer cette présentation en parlant de la RSE, en disant que la RSE, ça fait partie des infos qu'on a besoin de connaître quand on achète un produit, mais souvent c'est plutôt en bas de page. C'est pas l'info qu'on donne tout de suite. Typiquement, si je vais dans cette fiche produit d'Everlane, on a fait à Santa Maria en Italie, See the Factory. Donc on voit la factory, mais vous voyez, c'est un élément complémentaire, c'est pas l'élément premier. Même chez Patagonia. Alors, si vous voulez acheter un manteau de fourrure chez Stella McCartney, c'est de la fausse fourrure. Donc, certes, on vous met composé 100%, parce que là, ça fait partie des ingrédients. Donc, c'est crucial, mais c'est quand même pas mis en valeur à ce point-là. Et en revanche, si vous allez sur le site de Stella McCartney, là, vous allez avoir des visuels sublimes qui vont montrer comment ils travaillent les différents matériaux et le fait que ils ont le fameux manteau en fourfri, etc. Bon, c'est différent quand on parle de Sanitol, parce que Sanitol, c'est pas un message RSE. Sanitol, le fait qu'il y ait une innocuité du produit, c'est un élément décisif de l'achat. C'est pas un élément secondaire pour être en accord avec la planète. Et dans la RSE, il ne faut pas oublier les aspects de sécurité. Hein, les aspects de sécurité, c'est essentiel, puisqu'il y a une responsabilité de la part des fabricants. Donc il y a besoin d'expliquer qu'il y a des risques d'étouffement pour les petites pièces de Lego. Il y a besoin d'expliquer qu'il ne faut pas aller à plus de 2 mètres de profondeur avec un masque sous BA. Et il y a besoin de montrer tous les dangers du vélo pour pouvoir derrière expliquer tous les accessoires utiles pour se protéger de ces différents dangers. Donc vous voyez, le product content, c'est un enjeu majeur parce qu'il relie toutes les composantes de communication, il joue un rôle clé en termes de ROI, il représente des investissements importants. En fait, quand vous commencez à créer des contenus product content, ben, vous créez une banque de contenus. Et par exemple, chez Picard, c'est toujours le même photographe depuis 15 ans parce qu'il a trouvé un certain style de photo et que si vous commencez à changer de photographe tous les ans, ça va faire un catalogue vraiment pas terrible. Donc, il faut ces logiques d'investissement dans la durée, de planification, qui demandent de coordonnées, qui sont décisives pour l'image de marque. Voilà, j'ai essayé de tenir dans les 45 minutes. Je suis un peu essoufflé. Et je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions.